Bonjour. Roland Sapi revisite la carrière des enseignants qui ne font que partie. Aux dernières réunions cabinet ministériel, on reportait plus de 7000 enseignants qui ont déserté la fonction publique. Et Ninja a dit, Richard Bona, qui dit que ce gouvernement, elle a peut-être en train de lire les 48 heures du pouvoir de Machiavelli, mais le peuple dans son côté est en train de fonctionner avec les 32 lois de guerre de Xinjiang. Question de dire qu'en réalité, c'est chaque Camerounais qui est en train de trouver les possibilités de s'en sortir. Je voulais suivre cette chronique qui ne dure que 5 minutes avec Roland Sapi. On se retrouve derrière pour l'analyse. Bonjour. Le Cameroun est en 2024 confronté au phénomène de fuite des cerveaux qui va s'amplifier. Les chiffres grimpent comme une température au soleil. Les départements ministériels de l'éducation et de la santé n'ont que leurs yeux pour pleurer. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, en désespoir de cause, agit de la menace de radier de la fonction publique ceux qui sont déjà partis, sans se rendre compte qu'il enfonce une porte ouverte, qu'il place la perfusion sur des cadavres. Le conseil de cabinet tenu le 25 juillet 2024 par le premier ministre Joseph Dion-Goutier a fait le constat implacable. 8766 cas d'absence irrégulière, parmi lesquels 7133 n'ont pas répondu aux multiples appels de revenir à la maison. Tout laisse penser qu'ils ne sont plus de ce pays ou sont en attente pour prendre le chemin. Au sortir de ce conseil, Joseph le regrette encore, je cite. Il y a lieu de constater à juste titre que l'absentéisme et l'indiscipline sont devenus endémiques dans notre administration publique de façon générale. Fin de citation. Le mal est de plus en plus profond et comme un soudeur face à une citerne rongée de l'intérieur par la rouille et qui coule de partout, le pouvoir tente l'impossible pour retenir la saignée. En vain. Mais ce qui arrive aujourd'hui n'est que la moisson d'une semence mise en terre depuis longtemps et pour laquelle les sonnettes d'alarme n'ont cessé d'être tirées. Comme Ambroise, l'un des éminents professeurs des universités qui a dû trouver refuge sous d'autres cieux, décriait déjà le phénomène il y a 31 ans quand il publiait dans Politique africaine numéro 51 de 1993 un article intitulé « Intellectuels africains et enjeux de la démocratie, misère, répression et exil ». Ambroise Combe décrit le parcours d'un intellectuel africain qui représente un échantillon ou un sujet pilote du phénomène. Il nomme son personnage S. Diop, je cite. Originaire d'un pays d'Afrique de l'Ouest, journaliste, titulaire d'un doctorat en communication d'une grande université française, il est retourné dans son pays immédiatement après ses études. Malgré les restrictions imposées par les intentions de Bretton Woods sur l'économie de son pays, il semblait y avoir encore de la place pour les spécialistes de son calibre. À défaut de se caser dans l'un ou l'autre réseau étatique d'information pour jouer au griot moderne, S. Diop a choisi de s'orienter vers l'enseignement, sans doute parce que, comme l'affirme un personnage du romancier congolais Sonny Laboutansi, l'enseignement était la seule branche de l'arbre administratif où le mouche était moins mouche, l'absurde moins absurde et l'intellectuel moins con. Bien qu'il ne trouve pas dès son retour un emploi à temps plein, S. Diop accepte avec enthousiasme les vacations qu'on lui propose dans un institut de la place, assoiffé qu'il est de tester sa compétence et de prouver son savoir-faire. En effet, le jeune diplômé donne entière satisfaction à ses employeurs et l'avenir semble prometteur. Mais comment oublier que depuis les soleils des indépendances, l'Afrique a ses règles. S. Diop a oublié de prendre la carte du parti gouvernemental. Et avec le vent démocratique qui s'ouvre, le pouvoir n'entend pas prendre le risque de favoriser de potentiels opposants. Et comme S. Diop ne réagit pas aux appels du pied des autorités de l'école qu'il emploie, il se fait remplacer sans manière par un réaliste récemment débarqué qui, lui, a compris que la pièce maîtresse de la mobilité sociale n'était plus l'instruction et le diplôme, mais la carte du parti. Qu'à cela ne tienne, se dit S. Diop, qui croit pouvoir trouver à s'employer dans l'un des canaux indépendants de la place. Ils souffrent tous d'un grave manque de professionnels. Qu'importe les conditions de travail, pourvu qu'il ait le minimum vital et la liberté d'initiative, la joie de créer. Vaines illusions. S. Diop ne tarde pas à comprendre que le journal qu'il emploie est en train de succomber aux avances du pouvoir qui déjà le finance en secret et lui impose une politique éditoriale, une modération du ton. Lorsqu'il découvre la supercherie, S. Diop refuse de la duplicité et démissionne de son poste de rédacteur en chef. Son patron, qui n'accepte pas cette inconduite, se sépare de lui avec la plus grande désinvolture. Désillusionné et sans le sou, S. Diop a réembarqué pour la France où il enseigne aujourd'hui la communication dans un institut de province. Voilà un itinéraire on ne peut plus typique d'une certaine intelligentsia africaine en ces années de crise économique aiguë et d'errement démocratique. Précédemment, en effet, les partis uniques avaient institué un État central prédateur qui contrôlait à 80%
repoussant l'économie nationale et régulaient le mouvement des personnes et des idées. L'échec des systèmes africains n'est plus à démontrer, mais ses conséquences se feront sentir pendant longtemps encore. Depuis les années 60 jusqu'à présent, l'intellectuel africain exempt d'allégeance a eu la vie dure. Fin de citation. Simple description d'un itinéraire universel fait par le professeur Ambroise comme commun à tous les intellectuels. Qu'ils aient fait leurs études à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, ils sont au bout tous confrontés à la même réalité. Dans les débuts, beaucoup se sont pliés au chantage des pouvoirs par instinct de survie, mais au fil du temps, la situation se dégrade et pour tenir, il faut passer du stade de compromis initial à celui de compromission et ensuite aller de compromission en compromission. Ce que des milliers d'intellectuels, après 1 ou 2 ans, ne peuvent plus supporter. Pas surprenant qu'ils abandonnent des carrières a priori florissantes pour s'exiler. Pas surprenant que le compteur des désertions de la fonction publique camerounaise pointe à 7133. Les seuls surpris ou qui feignent de l'aide, ce sont les tenants du système qui ont instauré le clientélisme et le favoritisme comme mode de gestion des carrières ajouté au traitement. Alors, vous avez écouté Roland Sapi, et puis il faut dire les enseignants, à l'époque, quand quelqu'un passait l'école normale, pour nous, c'était quelque chose de formidable. C'est toute la famille qui célébrait, on disait enfin, quelqu'un est devenu un gomna, quelqu'un est entré dans le gouvernement. Mais quand tu causes même avec un enseignant aujourd'hui, tu as l'impression qu'il avait fait un mauvais choix. Et ça se comprend, parce que bien que beaucoup de gens choquent ou alors achètent des concours pour entrer dans ces choses-là, il est clair que le côté sacerdoce n'existe pas. Ils n'ont pas cette envie folle-là de voir que les sujets qui leur sont soumis soient entièrement satisfaits. Et de l'autre côté, la course au faux diplôme fait en sorte qu'il y a certains qui désertent les salles de classe, sachant qu'ils peuvent aller acheter les diplômes. Et également, il y a la vie qui est devenue chère, mais le salaire des enseignants n'ont pas suivi. Quand tu mets tous ces facteurs ensemble, tu comprends en réalité aujourd'hui pourquoi être fonctionnaire au Cameroun, c'est comme une course sans destination. Et le plus souvent, vous l'avez compris dans les propos de Roland Sapi, il dit que les fonctionnaires insoumis sont torturés, ils ont des problèmes de progression en carrière, ils ont des problèmes de reclassification, c'est-à-dire qu'après une période d'ancienneté, ils pouvaient avoir droit à certains bonus, et bien tout cela ne vient pas. Et voilà pourquoi beaucoup préfèrent prendre la clé du champ. Ils sont très nombreux aujourd'hui aux États-Unis, au Canada. C'est pratiquement chaque jour que tu comprends que quelqu'un est parti au Canada, que tu comprends que quelqu'un est parti aux États-Unis. À qui la faute? Eh bien, moi, personnellement, je pense que c'est la faute aux individus. Vous voyez un peu. Parce que dans ce même gouvernement-là, dans ce même corps-là, il y en a qui ont pris leur métier comme un sacerdoce. Lorsque tu embrasses entièrement ton métier, tu ne peux pas être enseignant, lec, et dans tes heures perdues, tu dis que tu es en route en train de faire le taxi. Ce sont des incongruités que quand je regarde, ça me gêne. C'est l'individu qui me pose un problème en fait. C'est un peu comme aller à l'école jusqu'à avoir le master et on va regarder sur tes statuts, tu vends les habits, tu vends les chaussures. Donc il y a certaines choses qui ne riment pas. C'est parce que toi-même en tant qu'individu, l'école n'est pas passée par toi. Et tout ça c'est quoi? La peur de l'échec. Vous voyez, quand j'ai commencé à faire même mes chroniques en sport, ils sont très nombreux qui passaient leur temps ici à se moquer de moi. C'est-à-dire, voilà la différence entre quelqu'un qui veut réussir et quelqu'un qui pense qu'il a une réputation, qu'il a un ego. Tu es là, tu ne manges pas à la maison. Et je te dis que bon, je fais comment pour me battre avec ce que le gouvernement me donne déjà pour transcender. J'ai même souvent demandé à certains enseignants, qu'est-ce qui t'empêche? Les mêmes cours que tu donnes à l'école, que tu ouvres une chaîne YouTube par exemple, tu donnes le même cours là-bas. Je les ai demandé, ça fatigue. Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas appris en eux ce qu'on appelle en anglais consistency. Parce qu'en réalité, si tu n'es pas consistant, tu n'aurais rien. Les débuts sont difficiles, décourageants à la limite. Mais il faut être consistant, il faut faire le sacrifice. Et c'est ce sacrifice-là que ces gars-là ne veulent pas. Et vous croyez que c'est au Canada là qu'ils ne vont pas faire les sacrifices? Ils vont faire n'importe où que tu pars dans ce pays. Il y a un minimum de sacrifice qu'il faut faire. Maintenant, on peut dire que les salaires sont très élevés là-bas, mais le coût de vie également est cher. Donc, à la limite, c'est un choix qu'on est en train de faire. Même dans le nouveau Cameroun que nous sommes en train de promettre. Mais monsieur, vous avez déjà compris l'idéologie. On parle de libéralisme social. C'est-à-dire, celui qui se bat le plus mange mieux. Donc, avis aux paresseux là, vraiment, je ne sais pas comment vous allez faire. Quand on dit social-libéralisme, ça veut dire que first way the horse the more naïf the top lens. Donc, c'est comme ça. C'est un système que on va détecter ton talent, on va te former, et dans ton lieu de service, plus tu travailles, plus tu aides. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, pour dire que
Le gouvernement dit qu'ils sont en train d'utiliser la loi du silence. Le peuple dit qu'ils utilisent la loi du Kony. Finalement, le pays est là, ça nous regarde, on le regarde. À très bientôt.